Donc cette session, c'est avec Pierre Fournier, le patron du produit chez ManoMano, et il va nous parler de data. Voilà, bonne session. Merci Sébastien. Bonjour à tous, je suis le CPO chez ManoMano. Avant d'être chez ManoMano, c'est pas pour vous raconter ma vie, mais c'est plus pour vous dire comment je suis arrivé à ce poste, parce que à l'époque où moi j'avais fini mes études, le product management ça n'existait pas, donc je savais même pas que c'était un métier. Donc j'avais commencé en étant consultant chez Bain. Du coup j'ai un peu coché la case strat du fameux diagramme de Venn avec les trois boules pour décrire le métier de product manager. Ensuite j'avais monté une boîte dans la food tech food, qui s'appelait Vous avez choisi. C'était un peu comme Launcher, mais ça a moins bien marché. Mais c'était quand même une super expérience où j'ai appris notamment à coder, parce que on a développé notre plateforme au début avec mes associés tout seul comme des grands. Donc ça c'est cool parce que j'ai coché la case tech du product manager. Et ensuite j'ai été chez Artefact. Ça c'était une belle aventure. C'est une boîte qui faisait de la data. Donc ça c'est aussi pour la légitimité du sujet data and product. On était une agence, on bossait pour plutôt les grands comptes sur toutes les problématiques de data dans le marketing et d'intelligence artificielle. Et voilà, c'est une boîte qui existe toujours, qui est passée de 5 à 1000, donc c'est une belle réussite de la French Tech qui n'est pas hyper connue. Et j'ai rejoint Mano en octobre 2017, l'année dernière, donc c'est relativement récent. Et pareil, je m'étais pas spécialement dit je vais refaire du produit, mais on était venu me voir et puis j'avais trouvé le challenge hyper excitant et la boîte assez incroyable. J'en parlerai dans la slide d'après. Et sinon, du coup, je commence à être un ancien du digital, mais je suis toujours enthousiaste. Et mon mojo, si je devais résumer, c'est d'essayer de maximiser notre impact avec un minimum d'efforts. Donc voilà, je vous embêterai plus avec ma vie, mon œuvre. Je voulais dire aussi quelques mots sur ManoMano, parce que c'est vraiment une super boîte avec des gens formidables, tout le blabla traditionnel des startups, mais vrai. Il y a 4 valeurs chez ManoMano. Il y a la rapidité, il y a l'audace, l'ingéniosité. Jusque-là, c'est assez classique, elles sont bien incarnées. Mais il y a surtout une valeur qui m'avait énormément attiré chez ManoMano, c'était la bienveillance. Alors ça peut faire un peu discours marketing de façade et bullshit, mais c'est vraiment un truc que je vis au quotidien chez ManoMano. Et ça c'est beaucoup plus rare dans le monde des startups, parce que surtout des startups qui grossissent beaucoup, parce que ManoMano ça a 5 ans, on est 300. Sur les 2 derniers mois on a embauché 50 personnes. Et du coup c'est incroyable de voir que malgré cette croissance là, toute la boîte reste bienveillante, et c'est assez unique. Donc c'est pour ça que je voulais aussi le signaler, parce que je trouve que c'est important. Tout à l'heure, il y avait le VP de Spotify qui parlait de diversité. Voilà, moi je vous parlerai un petit peu de bienveillance. Et donc qu'est-ce que fait ManoMano? Parce que c'est pareil, c'est peut-être pas la boîte la plus connue de la French Tech, mais c'est quand même une boîte qui a fait l'année dernière 250 millions de volume d'affaires. Ça a été monté en 2013. C'est une marketplace dans le bricolage. Si on voulait simplifier, on dirait qu'on est le Amazon du bricolage. Et c'est donc du e-commerce évidemment, mais pas que, il y a aussi des services. Il y a par exemple Supermano qui vous propose des petits jobbers pour venir monter un meuble. C'est une boîte tech, on est 300, il y a 100 tech aujourd'hui, mais il y a aussi le service client dans les 300, donc il y a quasiment en fait 50% de tech qui croît vite, dont la mission c'est de réenchanter le bricolage, parce que je pense que pour tout le monde, le bricolage, c'est plutôt un stress et une anxiété. Donc voilà, nous, le but, c'est qu'on enlève toutes les angoisses, toutes les barrières psychologiques et pratiques. Et par rapport au produit, aujourd'hui, on est une vingtaine dans le produit. Il y a l'UX, la QA, et évidemment les product managers. Je pense qu'on finira l'année autour de 30. Donc ça en fait une des grosses équipes quand même à Paris, avec des Blablacar, avec d'autres boîtes comme ça. Et c'est pareil, je trouve ça hyper important qu'il y ait des boîtes comme ça qui incarnent bien le produit, parce qu'il y a encore peut-être pas assez en France de boîtes avec des grosses équipes produits. Et nos principaux challenges, comme pas mal de boîtes en croissance, recrutement, scaling et différenciation. Voilà pour les présentations. Ah oui, et puis évidemment, on recrute, donc
pour tous ceux qui veulent faire du product dans une super boîte bienveillante, n'hésitez pas. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Je suis désolé pour l'intro qui était un peu longue, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Donc aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de produits et de data. Et du coup j'avais une petite question avant de commencer la presse. Qui parmi l'assemblée, dans les product managers, a bossé avec un data scientist? Ah, c'est bien. Donc bah, c'est top. Et du coup, bah, c'est aussi pour ça qu'on fait ce talk aujourd'hui, c'est que finalement, on a toujours utilisé de la data, on a toujours été data-driven, mais ce qu'on va voir, c'est comment aujourd'hui la data est une composante à part entière du produit et plus simplement un outil d'analyse. Alors, pourquoi on se parle de data aujourd'hui à travers l'exemple de ManoMano? ManoMano, on a 3 millions de produits qui sont en vente sur notre marketplace. Ces 3 millions de produits sont dans 3000 catégories et dans chaque catégorie, on doit avoir au bas mot une dizaine d'attributs. Donc un attribut, c'est une perceuse qui va avoir une puissance de 220 watts. Donc voilà, si vous tapez perceuse dans la barre de recherche, vous avez 1600 résultats. Donc ça pose évidemment un certain nombre de problématiques pour l'utilisateur. J'essaye de meubler. Donc des problématiques qui sont intimement liées à la data, évidemment. La première problématique, c'est la recherche. Donc dans la recherche, sur notre verticale à nous du bricolage, bah, souvent les gens ne connaissent pas le nom technique de l'objet qu'ils cherchent. Donc, vous dites par exemple, le truc que je peux mettre sur mon balcon pour pas qu'on me voit à travers, bon bah ça c'est une canisse. Donc c'est pas évident de le savoir. Et puis parfois vous savez ce que vous voulez chercher, une vis, et donc quand vous le tapez dans la barre de recherche, bah là il y en a 3000 qui sortent. Donc du coup il faut être capable de filtrer, et donc ça c'est encore un autre aspect qui est très très lié à la data. Pour pouvoir filtrer, il faut des attributs. Et pour avoir des attributs, bah en fait, il faut réussir à qualifier votre catalogue produit, sachant que votre catalogue produit, bah vous imaginez bien que les marchands, ils ne nous renseignent pas le voltage, le type de mandrin dans chaque perceuse. Donc bah, en fait, c'est à vous de le faire en parsant les descriptions des fiches produits. Donc ça, c'était l'enjeu qualification. On a un autre enjeu chez nous qui est la recommandation. Bah, typiquement, quand vous faites du bricolage et que vous refaites votre salle de bain, vous allez prendre ou vous refaites une peinture, une pièce, vous voulez la repeindre, c'est un truc que tout le monde a dû faire peut-être ici. Bah, il faut acheter de la peinture, mais il faut aussi acheter un rouleau, un pinceau, du white spirit, un bac, une bâche, du scotch. Donc vous voyez que vous n'avez pas un seul article, soit vous allez l'oublier, soit il y aura des notions de compatibilité. Donc il y a un énorme enjeu aussi chez nous sur la recommandation. Et ensuite, on a d'autres enjeux data qui sont un peu plus extérieurs au produit. Bah, chez nous, c'est par exemple tout ce qui est le bidding, donc l'acquisition payante, notamment Google Shopping. Donc on a 3 millions de produits, comme je vous le disais. Donc ça fait un gros flux de produits. Comment on bid sur chacun de ces produits en fonction du contexte, en fonction de la probabilité de conversion, de la marge sur le produit. Et tout ça doit être fait en moins de 120 millisecondes pour répondre vite à Google. Donc je pense que je vous ai convaincu que la data était chez nous un bon enjeu. De manière plus globale, bah, vous avez, je pense qu'il y avait au moins la moitié de la salle qui a levé la main quand on a parlé de qui travaillait avec data scientist. Donc bah, en fait finalement ce qui se passe c'est que la data aujourd'hui elle est partout. Là je vous ai mis un petit schéma, mais pour moi il y a eu 3 phases dans la data. La première phase c'était la phase que j'ai mise en bleu, que j'appelle la phase décisionnelle. Bah, c'était tous les systèmes de BI dans les grandes entreprises avec les gros mastodontes, Oracle, IBM, Cognos, où on avait une data hyper structurée qu'on mettait dans des data warehouse et que on consultait une fois par semaine ou une fois par mois à travers des tableaux de bord qui permettaient d'essayer de comprendre a posteriori ce qui s'était passé et du coup de faire des analyses et éventuellement des projections. Ce qui s'est passé au début des années 2000, c'est qu'on a commencé à avoir du big data. Et donc en fait on a pu stocker beaucoup de data pour pas très cher grâce au calcul distribué. Et donc là en fait on s'est mis à avoir
dans le décisionnel, il y avait pas mal de données, mais en vrai, ça ne représentait pas des gros volumes de données. Dans le big data, là, on s'est mis à avoir un volume de données qui a explosé, et donc tout le monde était hyper content. On a pu enregistrer toutes les données et les fichiers, etc., de manière en plus non structurée. Mais sauf que, en fait, on ne savait pas quoi faire de toute cette donnée, et ça devenait le bordel. Donc, il y avait une complexité qui est l'axe des abscisses, des ordonnées, pardon. On avait une complexité qui a considérablement augmenté. Et en fait, aujourd'hui, on arrive dans une dernière ère, qui est l'ère de l'intelligence artificielle, où finalement la complexité de cette donnée, en tout cas la complexité de rendre cette donnée opérationnelle et de l'utiliser opérationnellement, elle est en train aujourd'hui de devenir de moins en moins forte, parce que finalement cet amont de données, il permet de faire du machine learning et d'automatiser et donc de simplifier. Et du coup, j'ai mis une couleur rouge à la fin, parce que la donnée qu'on a aujourd'hui, c'est une donnée qui est chaude, c'est-à-dire qu'on ne l'utilise plus à une semaine après la collecte, c'est qu'elle est utilisée en temps réel pour modifier en temps réel l'expérience de l'utilisateur quand il navigue sur votre site ou sur votre appli. Donc ça, c'est un vrai changement, et en fait, c'est pour ça que si on regarde l'impact que ça a pu avoir à chaque moment sur la vie et le quotidien du produit, vous voyez que dans l'ère du décisionnel, on avait nos 3 petites briques que vous connaissez tous. En fait, il y a un quatrième rond, mais on ne le met jamais. C'est tout ce qui est analytique. J'imagine que tous les PM qu'il y a dans la pièce ici sont hyper analytiques. Il y a Amplitude qui est là. Je vous fais un petit peu de pub. Ensuite, dans l'ère du big data, en fait, ça a donné naissance à une série de produits qui étaient très drivés par la data, où finalement le produit c'était juste la dernière couche, la fonction produit arrivait un peu en dernier pour mettre une interface sur des produits qui étaient vraiment très très data centric. Il y a Dataiku qui est un outil qui permet de faire de la data, de l'exploration et des modélisations super facilement. Algolia, un outil top d'ailleurs, pour faire de la recherche. TinyClue sur la recommandation de produits et le cross-sell. Snips, dont on a parlé ce matin sur la data privacy. Et puis aujourd'hui, je suis désolé, j'ai pris cette capture d'écran parce que c'est la première qui sortait sur Google Images. Aujourd'hui, on voit que la data, elle fait partie du produit et elle est même au service du produit. Donc la plupart des produits que vous gérez, j'imagine, aujourd'hui, ont une part de data. Donc, enfin, voilà, ça va être le moteur de reco, ça va être des chatbots, ça va être du ranking. Oui. Je te fais quoi? Ah oui, ça marche mieux. Merci. Et l'apparition de cette data dans le produit, en tout cas, moi je l'ai observé lors de mon passage chez Artefact et chez Mano. Alors Mano, on est plus mature aujourd'hui sur tous ces sujets-là, donc on commence à avoir des solutions, mais ça a posé pas mal de problèmes au début. Et ça continue à en poser. Mais moi j'en ai listé 3, après ils sont peut-être pas exhaustifs. Le premier problème qu'on constate, c'est sur l'architecture. Souvent, vous avez un environnement data qui est avec une techno, souvent AWS ou des trucs très scalables dans le cloud, et c'est qui gère du temps réel, qui gère des gros volumes avec une forte vélocité. Et à l'inverse, vous avez l'environnement web, app, plus traditionnel, qui est sur des bases SQL classiques, parfois hébergées, pas dans le cloud. Et finalement, c'est dur de faire parler les deux environnements. Et puis, c'est pas les mêmes ingénieurs qui bossent sur l'un que les ingénieurs qui bossent sur l'autre. Donc, c'est pas évident de faire parler ces deux mondes. Ça, c'est d'un point de vue technique. Et ensuite, vous avez aussi une dichotomie, une séparation sur la partie orga. On a souvent l'IT où on a les devs, on a souvent le produit et souvent aussi la data et dans une autre partie de l'organisation. Donc ça fait que les gens ne se parlent pas beaucoup et échangent pas assez. Et le dernier point que j'ai souvent aussi noté quand on parle de data et de produits, c'est tout ce qui concerne les process et les méthodos. C'est que les gens qui bossent sur la data, parfois ils parlent même de R&D. Quand est-ce que tu as fini ton algo? Je sais pas, je suis en train de travailler dessus. Donc on a beaucoup moins de visibilité
et de fiabilité sur les dates de livraison et de shipping, et c'est beaucoup plus dur de faire des cycles courts comme on peut le faire dans le dev avec du Scrum, des process beaucoup plus batch. Alors, pareil, donc comment on essaie de craquer tous ces enjeux-là chez Mano, et pas que chez Mano, hein, dans d'autres boîtes, mais typiquement sur l'orga, chez Mano, ce qu'on a fait, c'est que maintenant on parle plutôt de tech, et la tech, il y a data, il y a l'IT, il y a le produit. On a mis en place aussi une instance qui est le Codir Tech, où il y a le CTO, le CPO et le Head of Data. Et donc ça permet vraiment que les trois se parlent déjà en haut. Et ce qu'on a fait sur les parties plus opérationnelles, c'est que dans nos feature teams, on a essayé de faire venir au maximum les data scientists dans les feature teams. Et c'était pas évident et c'est toujours pas facile parce que souvent les data scientists, ils bossent pas full time que sur un projet. Donc ils vont peut-être être à cheval sur 2 feature teams. Et du coup, c'est un petit peu plus difficile de les intégrer dans les équipes. Et puis l'autre point aussi que j'ai souvent vu, c'est que les product managers n'ont pas toujours le background en data, et donc se sentent pas toujours hyper légitimes pour aller challenger les data scientists, ou même pour mettre leur nez dedans comme ils pourraient le faire avec les devs sur le code. Et donc c'est hyper important de former les PM sur des bases de data science, les principaux algos, supervisés, non supervisés, l'architecture. Et c'est pareil, c'est hyper important aussi de former les data scientists à la culture produit, aux méthodos produits. Je pense que les data scientists sont peut-être un petit peu plus en mode solo, et moins cet esprit de team qu'il y a sur la partie dev, avec les feature teams qui sont quelque chose d'établi, de bien accepté et qui existe depuis longtemps. Donc voilà sur la partie orga. Maintenant, je vais passer un petit peu de temps sur cette slide et je vais vous donner pas mal d'exemples concrets de mes expériences et de notre quotidien chez Mano. Clairement, sur le process, en fait, c'est difficile de faire converger data et produits en même temps dans de bonnes conditions. Nous, on a eu pas mal de fails, faut bien le reconnaître, et ça venait souvent d'un manque d'anticipation. En fait, à la data, quand vous travaillez sur un algo, finalement, c'est assez facile, dans le sens où vous êtes très très indépendant. Quand vous travaillez sur des algos à l'acquisition, sur des algos de bidding, typiquement, en fait, vous dépendez de quasi personne. Une fois que votre algo il est prêt, vous le mettez en prod, vous itérez, etc. Quand la data elle s'intègre dans votre produit, là ça devient beaucoup plus compliqué parce que la partie algo, finalement c'est la face immergée de l'iceberg et c'est presque ce qu'il y a de plus facile à faire. Le plus dur c'est de l'intégrer en prod dans le produit. Et donc là j'ai noté un certain nombre de recos qu'on essaye de faire au maximum à chaque étape de la conception produit chez Mano et qu'on faisait aussi chez Artefact. Sur le discovery, en fait, ça commence dès la conception du produit. L'idée, c'est notamment, ce qui se passait, c'est que trop souvent, la data, par exemple, va travailler dans son coin en mode un peu gros hacking, en se disant, voilà, j'ai trouvé un super truc, voilà l'algo, les gars, intégrez-le dans le produit. Ah mais ton algo, on peut pas l'intégrer, cette donnée-là, elle n'existe pas en prod, du coup, en fait, ça sert à rien. Donc, tu as bossé pour rien. Et ça arrivait plusieurs fois. Donc on essaye vraiment maintenant d'intégrer au maximum dans la conception le PM et la partie data. Ça permet à la partie data de savoir tout de suite si ça a un intérêt fort pour les métiers, si c'est faisable techniquement, parce que parfois on se rend compte que certaines données qui sont nécessaires pour l'algo n'existent pas dans l'environnement de prod. On se rend compte parfois que l'appel à l'algorithme de la data finalement va créer une latence qui va ralentir le site et que donc on ne pourra pas le faire. Et donc ça permet au moins de se dire qu'on peut avancer. L'autre point aussi, c'est que ça permet aux devs d'anticiper ce qu'ils vont recevoir de l'algo. On peut faire des mock-ups de la data. Les devs savent ce que l'algo va leur rendre.
Ensuite, le deuxième point aussi dans la discovery qui est important avec l'émergence de la data, c'est d'inclure la data dans la stratégie du produit dès la conception. Donc là, je sais que ce matin, on a eu l'atelier de data privacy où ce qu'on s'était dit, c'est qu'il ne fallait pas collecter pour collecter. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, en mode on collecte un max de data et puis on verra bien ce qu'on en fera. Mais c'est de se dire comment la data comment dans le parcours de mon produit, à certains moments, je pourrais collecter une data un peu clé qui derrière va me permettre d'améliorer l'expérience utilisateur. Je vous donne deux exemples. Par exemple, sur le checkout de ManoMano, à la fin de la commande, on a rajouté dans la thank you page un formulaire où on dit voulez-vous nommer votre commande et exemple un nom de projet. Et en fait, déjà pour l'utilisateur, ça lui permet au lieu d'avoir un numéro de commande dégueu, d'avoir un nom compréhensible. Et puis en fait, nous, on est en train de poser les premières briques d'un mode projet qui est clairement dans le bricolage la pierre angulaire d'un système. On arrive souvent pour un projet de bricolage versus juste acheter une perceuse. Un autre exemple aussi que je peux vous donner, c'est sur le chat, typiquement. En fait, vous êtes en train de développer un chat. Finalement, chez ManoMano, on a une communauté de gens, d'experts qui aident via du chat. Ça, c'est un premier bénéfice pour le client, d'avoir du conseil. Après, ce qu'on peut se dire aussi dans la stratégie produit, c'est super, je vais avoir un certain nombre de discussions assez quali autour de questions techniques de bricolage, et ça va peut-être être la première pierre d'un système de chatbot plus automatisé, de questions-réponses sur le bricolage. Ensuite, sur la partie environnement technique, ça rejoint ce que je vous disais sur le fait qu'on a une structure data, un écosystème data et un écosystème produit. Donc c'est très bien que l'archi de la partie plutôt transactionnelle du site parle aux data engineers et qu'ils commencent à se demander comment ils vont pouvoir se parler. Donc ça, c'est plutôt dans la phase d'exploration. Dans la phase de conception, c'est pareil, c'est hyper important que les deux soient côte à côte, data et produit, parce que typiquement, quand vous faites un produit data, pour le data scientist, ça va être l'algo. Donc une fois qu'il a craqué l'algo, que son algo lui donne des résultats avec un seuil de tolérance hyper bon, que ça c'est bien validé par son dataset d'entraînement, en général, il se dit c'est cool, super, je peux passer au sujet suivant. La vérité, c'est que quand vous mettez en prod votre produit, alors je vais vous donner un exemple très concret, ça peut être chez nous des algorithmes de qualification. On a des datasets d'entraînement pour notre algorithme. Donc ça permet de faire le modèle de machine learning. La réalité, c'est que ce modèle-là, il y a des nouvelles catégories qui apparaissent régulièrement, il y a des moments où il se trompe. Donc il faut vraiment qu'on puisse, dans le site, via une interface dédiée, pouvoir dire oui c'est bon ou non c'est pas bon. Donc en gros, on a des dresseurs d'IA derrière qui vont pouvoir valider ou pas l'algorithme. C'est pareil, on a aussi bossé chez Artefact sur des algorithmes de prédiction du churn qu'on donnait à des opérateurs dans des services clients. On disait, lui, il y a des fortes chances qu'il churn et qu'il y a un risque de résiliation non exprimée. C'est pareil, si l'opérateur du service client n'a pas un bouton pour dire, oui, il y avait bien un besoin non exprimé et non détecté de résiliation, vous allez avoir que la moitié du produit finalement. Parce que la boucle de feedback est hyper importante. Autre point aussi qui est important, c'est tout ce qui est l'aspect testing de l'algorithme. Typiquement, pareil, si vous, au moment de votre projet de qualification, vous dites je vais profiter de ce projet-là pour migrer, pour refaire toute ma taxonomie de catégories, c'est une bonne idée, parce que l'ancienne n'était pas bonne. Par contre, vous vous privez du dataset que vous aviez péniblement accumulé avant. Donc il faut vraiment s'assurer qu'il y ait bien une table de matching qui permettra de refaire, de réutiliser les données fiables que vous aviez. Spéquer la partie AI aussi, c'est vrai que c'est peut-être plus difficile de spéquer un algo pour un DS que de faire une maquette du X. Mais il faut aussi que le PM apprenne à dire voilà en gros les types de requêtes que je peux avoir et les réponses que j'attends. Ensuite sur le delivery,
Donc là, on a commencé à faire notre projet de data avec l'équipe produit. On a souvent des gros points de friction sur la méthodologie parce que le produit chez ManoMano travaille pas mal en méthodo agile et plutôt en méthodo Scrum pour la plupart des équipes. Déjà, la data, souvent, elle dit en fait, moi, ça va me ralentir ce truc, ça me plaît pas du tout. Et puis moi, de toute façon, je peux pas vous dire ce que je vais faire pour dans 2 semaines. Et à l'inverse, le produit aime pas avoir plusieurs méthodos. Donc finalement, là où on en arrive, nous, aujourd'hui, chez ManoMano, c'est d'avoir presque 2 boards dans une team avec peut-être un Scrum board et puis une partie de l'équipe qui va être plutôt en Kanban. Et cette partie de l'équipe, ça va sûrement être le data scientist, mais ça va être aussi peut-être les architectes sur la partie produit qui sont en train d'explorer l'architecture. Donc finalement, on a un double rythme de travail, ça fonctionne assez bien, ça permet de garder de la souplesse pour la partie un peu plus recherche et de garder un cadencement pour la partie delivery. Donc ça, c'est assez important. Et l'idée, c'est que quand même, les gens qui sont dans le Kanban participent à un daily, fassent les rétrospectives et donc soient aussi dans ce process d'amélioration continue avec le reste de l'équipe. Ensuite, une autre bonne pratique aussi, c'est de se dire dans le delivery comment j'anticipe au maximum les futures dépendances et les futurs points de blocage, parce qu'on essaye toujours d'éviter au maximum dans les méthodes agiles. Donc nous, chez ManoMano, on fait souvent ce qu'on appelle des success plans, où on essaye de prévoir plusieurs sprints à l'avance. Attention, là je vais être en galère parce que j'attends le résultat d'un algo de la data, donc si j'ai rien, je suis bloqué. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on moque les retours que doit donner l'algorithme avec des fausses data, mais ça permet aux devs d'avancer et d'avoir des résultats visuels. Et ensuite, la dernière partie, c'est sur l'analysis. Alors là, le point, c'est d'anticiper le tracking, parce que plein de fois aussi, vous faites votre produit, super, assez cool, ça marche, et en fait, vous apercevez que vous n'arrivez pas à collecter la donnée ou que vous n'avez pas les volumes suffisamment importants pour avoir des résultats significatifs, et donc vous êtes obligé d'attendre 6 mois. Et le dernier point aussi, qui est souvent mis de côté, c'est ok, on a fait un algo, c'est super. Maintenant, demain, le modèle de données change, ça risque de faire exploser mon algo ou de faire violemment chuter sa performance. Donc, il faut aussi que je mette en place tous les outils pour suivre le monitoring sur l'algo. J'en ai passé une. Hein. Ouais. Donc, avant-dernière slide, et après, on aura le temps pour les questions. Comment, justement, faire en sorte que PM et Data Scientist bossent au mieux ensemble? Je vous en ai mis 3. Je pense qu'il ne faut vraiment pas que le PM il hésite à challenger, même s'il n'a pas un PhD en machine learning à Stanford. Et en vrai, il est légitime pour poser des questions au data scientist. Et si le data scientist n'est pas capable de lui expliquer avec des termes clairs, ça veut dire qu'il n'a peut-être pas si bien compris et qu'il n'est peut-être pas aussi clair que ce qui lui semblait. Là-dessus, on a plein d'exemples. Enfin, voilà, vous avez des moteurs de reco, vous êtes sur un joint de silicone, le moteur de reco il vous propose une baignoire. On n'est pas du tout sur les mêmes échelles de prix, c'est pas forcément le plus pertinent. Vous avez des algos de ranking, quand on refait des modèles, qui voient que le prix c'est ce qu'il y a de moins cher, donc quand vous allez taper perceuse, ils vont plutôt vous mettre en premier des accessoires de perceuse, mais c'est parce que la personne cherche. Ensuite, le deuxième point, je pense qu'un énorme impact que peuvent avoir les PM, c'est vraiment de réussir à couper. Donc ça c'est un de nos principes chez Mano, there is a shorter way. Les MVP, ça marche aussi pour les algos. Hein. Si je reprends l'exemple de la qualification, vous n'êtes pas obligé de catégoriser, de faire la qualification sur toutes vos catégories. Vous pouvez le faire que sur la top catégorie. Et au sein de cette top catégorie, quand vous avez des abris de jardin, le type de bois qu'on utilise dans l'abri de jardin, en fait, on s'en fout un peu. Par contre, la largeur et la longueur de l'abri de jardin, c'est assez structurant dans le choix de l'abri de jardin. Donc ça, pour moi, c'est vraiment aussi le rôle du PM de rappeler cette espèce de bon sens, parce que quand on est dans l'algo, en fait, il y a un moment où on est trop dans son algo et on perd ça de vue. Et le dernier point qui est clairement un facteur clé de succès, c'est de venir voir régulièrement le data scientist. Alors, comment ça se passe? Où t'en es? Vas-y, montre-moi. Enfin, la base, mais communiquer. Donc voilà, une petite slide de conclusion pour terminer. Moi, j'avais 3 messages à faire passer. Un, la data n'est pas le Graal.
Je pense que pendant longtemps, les gens se sont dit waouh, je vais collecter un maximum de data, derrière, je vais faire tourner des analyses, et ça va me sortir des insights que je n'avais même pas soupçonnés. La réalité, c'est que ça n'arrive jamais. Je pense qu'il faut vraiment voir la data comme un moyen d'industrialiser finalement des hypothèses business, des intuitions business que vous avez ou que vous aurez récupérées lors d'un quali auprès de users. Vous allez détecter des patterns, mais de manière purement qualitative. Comment je passe à l'échelle et comment j'industrialise derrière des actions en fonction de ces patterns, bah, c'est vraiment grâce à la data, parce que ça, je ne peux pas le faire à la main. Donc, continuez à faire du quali. La planification, clairement, les projets data, quand ils ratent, c'est jamais à cause de l'algo. L'algo, il marche toujours. Par contre, c'est toujours parce qu'il y avait un manque d'anticipation dans les branchements, dans les boucles de retour. Donc, il faut vraiment avoir une feuille de route hyper claire sur votre projet Day One. Je sais qu'il y a une maxime qui dit Sometimes no plans are best plans. Moi, je suis pas d'accord. Et la dernière maxime, c'est la data est partout. Intégrez la data dans votre stratégie produit. Enfin, dites-vous comment je peux devenir une data-driven company. Regardez les vidéos de Andrew Ng, qui était chez Google puis chez Baidu. Mais moi, j'ai un exemple à vous donner, c'est que quand Bing, Microsoft, est arrivé sur le moteur de recherche, leur algo de recherche, il n'était pas moins bon que l'algo de Google. Par contre, la différence, c'est qu'ils n'avaient pas l'historique de requêtes de Google, et donc pour entraîner leur algo et le rendre plus pertinent, bah, ils étaient limités, et du coup, ils ont racheté Yahoo pour avoir l'historique des données de recherche. Donc dites-vous, bah, comment moi, dans mon produit, demain, la data devient finalement une barrière à l'entrée. Voilà, c'est fini. Merci à tous. Et un petit reminder, on recrute. Alors, il y a un spectre de questions assez large. On va commencer par questions organisationnelles, peut-être assez simple. Le ratio, enfin la répartition chez ManoMano entre data scientist, PM, dev, design. Ouais. Alors, je commence par design. Donc, dans l'équipe produit, il y a une douzaine de PM, il y a 3-4 QA et 3-4 UX. Et ensuite, data versus reste du monde. Non, mais en gros, il y a 0,5 DS par feature team. Et il y a des feature teams où il n'y a pas de DS parce que c'est juste du dev et qu'il n'y a pas besoin de data. Et en gros, sur 110 personnes à la tech chez Mano, je pense qu'il y a une 25-30 data guys. Pas que des data scientists, il y a des data engineers, il y a des data analysts. Alors, d'ailleurs, il y a une autre question sur la différence entre data scientist et data analyst. Peut-être le coup de le rappeler. Bah, je vous le rappelle. En gros, pour moi, je ne sais pas s'il y a une définition officielle, mais un data scientist, il va être sur des modélisations, du machine learning, ou pas que, des analyses de covariance, etc. Là où un data analyst est plus dans l'analyse de données à partir d'outils, de tableurs. Donc, pour moi, il y en a un qui a fait beaucoup de maths, l'autre qui est très à l'aise avec les chiffres, qui est capable d'avoir des conclusions à partir d'un tableau de données. Alors ensuite, il y a eu 3-4 questions sur le lien entre data et problème utilisateur, data et UX designer. Globalement, si vous partez de la data, comment êtes-vous certain de résoudre un vrai problème ou répondre à un vrai besoin? Voilà. Et comment travaillez-vous avec les UX designers, data scientists et UX designers? Bah, nous, c'est vraiment un mix entre du quanti et du quali. Donc, quand on explore un problème, on va faire des interviews d'utilisateurs. Et puis, en parallèle, souvent, il y a un data scientist qui va cruncher la donnée quand elle existe, parce qu'il y a des moments où vous partez de zéro et donc il n'y a pas de données. Mais typiquement, chez ManoMano, pour le mode projet, nous, comme on a le service Super Mano qui existe, en fait, on a un historique de requêtes, de projets assez important. Du coup, on peut faire de l'analyse sémantique, donc du quanti assez puissant et assez précis. Mais encore une fois, si vous faites que ça, vous risquez fortement de passer à côté de certaines choses et tous les qualis que vous allez faire vont colorer vos analyses ou vont driver de nouvelles analyses que vous n'aviez pas anticipées. Alors, ensuite,
Des questions un petit peu plus techniques. Avez-vous testé des algos de qualification de votre catalogue gigantesque et comment avez-vous mis ça en place? Alors, donc moi chez Mano, je fais plus de data, contrairement à Artefact, mais on a des algos, on a développé nous des algos de qualification à base de machine learning in-house. Et donc la deuxième partie, c'était comment on les teste. Oui. Comment on les teste, on a un dataset qui existe historiquement parce qu'on passait par des prestataires pour qualifier à la main. Donc ça nous fait un premier dataset de test. Et après, c'est ce que je vous disais, c'est que si vous n'avez pas une boucle de feedback, une fois que vous ouvrez des nouvelles catégories qui n'ont jamais été qualifiées de manière manuelle, vous ne pouvez plus le faire. Donc soit vous repayez des prestats, enfin en tout cas il faut que vous ayez une boucle de feedback. Alors Jean-Nul, je vais te la poser, c'est peut-être une colle, mais quelle taille de dataset faut-il attendre pour qualifier une base de 3000 catégories ayant chacune une dizaine d'attributs? Tu as 30 secondes pour répondre. Non, mais c'est pour l'anecdote, si jamais tu peux élaborer là-dessus. Non, mais en vrai, pas tant que ça. Ce qui importe, du coup, c'est le dataset d'entraînement, je pense, sur lequel portait la question. Là, oui, je pense qu'il faut au minimum plusieurs milliers de data points par catégorie. Et alors, justement, est-ce que vous avez testé des approches non supervisées? Je dirais non, mais je n'en suis pas sûr à 100% parce que je n'ai pas fait cet algo et j'en aurais été incapable de toute façon. Okay. Mais si ceux que ça intéresse, envoyez-moi par mail la question et si c'est pas trop secret, je pourrais vous le dire. Alors, il y a une question un peu plus générale sur l'écosystème en fait. Est-ce que tu as quelques exemples de barrières à l'entrée via la data dans le secteur de l'e-commerce, du bricolage, de l'e-commerce et du bricolage? Je pense que la qualification, ça peut en être un, une base de projet, ça peut en être un. Je ne vais pas tous vous les dire non plus, mais non, mais en gros, dès que vous avez besoin d'un dataset pour entraîner un algo, c'est une barrière à l'entrée. Je vous citais aussi l'exemple de Microsoft avec Bing. Et puis, vous avez aussi tous les exemples sur le speech to text où, en gros, je vois pas aujourd'hui qui peut aller chercher les GAFA sur ce terrain-là, tellement elles ont accumulé de données. Et du coup, alors je sais pas si c'est vos concurrents directs, mais les enseignes habituelles de bricolage, sur leur positionnement sur la data, justement, est-ce que tu sais ce qu'elles font? Je n'ai pas connaissance de ce que font les Leroy Merlin et autres. Je pense qu'il ne faut pas les prendre pour des mauvais, ils doivent faire beaucoup de choses. Après, nous, on a une profondeur de catalogue qui est beaucoup plus importante qu'eux parce qu'on est une marketplace. Donc ils ont un catalogue plus limité, ils ont peut-être moins besoin que nous de cet aspect automatisation. Après, le maître de la data sur Terre, ça reste Amazon. Je pense qu'aujourd'hui, quand vous travaillez chez Amazon, vous êtes un dresseur d'IA. C'est-à-dire que vous ne prenez plus de décision, vous dites si la décision que l'algorithme vous a poussée est la bonne. Mais que ce soit au sourcing, que ce soit... voilà. Alors, il y a deux dernières questions. Une, je pense, c'est sur on a eu deux questions sur des différences data scientists, data analysts. Et là, il y a une question sur les data engineers. Par rapport aux autres métiers de la data, quel positionnement y en a-t-il chez Mano? Tu connais les différences, data engineers, scientists, analystes? Alors, ils sont chez Mano, ils sont dans la team data. Du coup, par exemple, ils ne sont pas dans la team archi core de l'IT. Pour moi, ça serait complètement... ça ferait du sens qu'ils soient une seule et même team. Après, ce que je vous disais, c'est que historiquement, souvent, on a mis en place un cluster de data science. Donc, il y avait le cluster de la prod qui existait. Les mecs de la prod, ils sont hyper rigoureux. Ils font très très attention au SLA, à la qualité, à la sécurité. Sur la data, c'est pas forcément le cas, surtout quand ils font des analyses plutôt à froid. Quand ils commencent à faire des analyses à chaud qui sont utilisées sur le site en prod, là, ils commencent à comprendre les problématiques de la prod. Et du coup, ils basculent de plus en plus vers des logiques de prod. Donc côté plutôt IT et côté DevOps, SRE, etc. Donc peut-être que demain, ils seront ensemble. Et dernière question pour faire écho au titre de ta conférence. La data sert-elle le produit ou est-elle un produit à part entière? Tu vas pas refaire la présentation. Mais... Ouais. Non, mais du coup, je pense que quand on regarde la slide où on voyait les data IQ, les Algolia, etc., pour moi, là, la data est un produit. Et donc, c'est une petite partie des produits. Après, aujourd'hui, la data nourrit le produit pour moi. Eh bien, merci. On peut applaudir Pierre.